toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, vous êtes nombreux, c'est super. On est ravis d'être là pour cette conférence sur l'immersif responsable. Merci à Eurekatech pour l'invitation. Je me présente en 2 mots et après je vais passer la parole à chacun. Je suis Frédérique Covin-Doubic, je suis animatrice de la Bocage. La Bocage, ça veut dire bouleversement carbone dans l'animation et le jeu vidéo. C'est une association à Angoulême qui fédère une trentaine de sociétés et d'écoles du secteur de l'animation et du secteur du jeu vidéo. Et notre objectif, c'est de s'entraider et de s'entraîner à transitionner. Voilà, je passe la parole à Romain. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Romain Soulier, je préside et je dirige une société de développement numérique ici à Angoulême et on fait beaucoup d'applications justement dans le domaine immersif. Et on a une démo ici d'une de nos applications en permanence qui tourne dans le showroom. Bien sûr. Bonjour, je suis Marie Azanco, je suis directrice des opérations chez eBetterProd. eBetterProd, c'est une société de conseil en production audiovisuelle responsable. Donc on aide les entreprises à répondre aux obligations notamment du CNC pour faire les bilans carbone dans le monde de l'audiovisuel qui sont pour le moment obligatoires mais qui vont arriver par chez nous. Et également pour mettre en place une démarche responsable globalement. Voilà, j'ai commencé dans la VR et j'ai fini sur le terrain et en accompagnement maintenant pour vous et pour le cinéma. Alors bonjour, moi c'est Antoine Lamarche, c'est la dernière personne. Je suis le directeur de Digital Aquitaine, mais je vais assez peu parler de Digital Aquitaine, on va surtout parler du pôle Enter. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de la conversation. Rapidement, nous on a des actions en fait du type pôle de compétitivité pour accompagner l'innovation au sens large et avec une forte composante numérique responsable qui va devenir, on va dire, le prisme unique des actions du futur pôle Enter. Et c'est, je pense, à cet égard que je suis ici. Tout à fait. Donc merci à tous les trois pour cette présentation. Je vais vous demander peut-être pour démarrer, quelle est à chacun votre définition de l'immersif responsable? Qu'est-ce que ça veut dire un immersif responsable, Romain? Alors pour ma part, je ne prends pas juste le petit bout de l'immersif. Plus globalement, si on parle de numérique responsable, moi il y a 4 composants. Et je suis sûr que vous pouvez les enrichir à loisir, ces composants, mais pour moi c'est toute la partie environnementale, donc la question du climat, la question des ressources naturelles, toute cette partie-là, considérable, mais ce n'est pas la seule. Et les 3 autres, il y a la question de l'inclusivité. Donc typiquement, en France, dans la technologie, on n'est vraiment pas bon sur le sujet. En gros, c'est nombre de jeunes femmes programmeuses qui sortent des écoles, qui viennent dans nos sociétés, c'est très peu nombreux. Et ça n'est pas une fatalité. Il y a plein de pays qui s'en sortent mieux que nous. Donc, je veux dire, c'est un vrai déterminisme culturel. La question ensuite de la cybersécurité, donc qui devient ultra importante. Et il y a... Oui, Laetitia. Ok, plus près, pardon. Merci. La question de la cybersécurité, où là, en fait, il y a une notion de presque d'immunité collective à avoir. Donc là, moi, je remercie les gens qui nous poussent et qui nous tirent, donc nos clients de grands comptes, et puis aussi l'État, les PPI sous la forme de subventions, pour nous aider à la fois gagner en compétences sur ces sujets-là, et puis faire des diagnostics, mettre en place des plans. Et le 4e composant, je dirais, c'est les modèles d'affaires numériques, dans le numérique, disons, vertueux. Donc en fait là la question c'est qu'est-ce qu'on veut, comment on veut que nos sociétés se développent. Est-ce que vous voulez par exemple que ma société exploite vos données et les revende à d'autres, par exemple à Cambridge Analytica ou d'autres, et par contre je vous fais un service gratuit, est-ce que vous voulez ça? Moi c'est pas le numérique que je veux pousser. Voilà, j'ai pas trop parlé d'immersif, mais je voudrais commencer par juste le numérique responsable au global. Je te rejoins complètement sur l'inclusivité déjà. Pour moi, le numérique responsable, en tout cas dans le secteur que je connais aujourd'hui, c'est surtout le poids du numérique. Donc c'est l'aspect effectivement très environnemental. Les terminaux, le matériel dont on a besoin. Forcément, je fais très vite le parallèle avec les tournages en direct, puisque le matériel a un amortissement carbone
mais a aussi quand même un poids sur les données pour chaque prise de vue qu'on fait. Donc pour moi, c'est ça le numérique responsable. Et dans le numérique responsable, c'est aussi effectivement la connaissance qu'on en a, d'où le vrai besoin de connaître pour mieux agir derrière. Donc le numérique responsable, être responsable, c'est d'abord se former et connaître les enjeux environnementaux et sociaux du numérique. Alors, je vais pas compléter, parce qu'en fait, ça recroise à ce que dit Romain. En ce qui concerne Enter, là je vais parler de Enter, le numérique responsable, on l'a défini, non pas sous 4, mais 5 dimensions, mais qui recroisent assez largement ce que tu viens de dire. Donc il y a effectivement une notion de sobriété, donc, et là c'est plutôt l'énergie qui va se cacher derrière ça. Comment aujourd'hui le numérique responsable au sens large doit être plus sobre. Le deuxième axe qu'on a identifié pour essayer d'ouvrir ce que veut dire le numérique responsable, et pas que ça soit simplement un mot valise, c'est la durabilité. Donc là, c'est plutôt la dimension temps et réutilisation. C'est pour ça que les solutions open source, etc., vont être privilégiées. La troisième dimension, et il n'y a pas d'ordre, c'est effectivement la résilience. Donc derrière va se cacher effectivement la cyber, mais aussi la capacité des systèmes à continuer à évoluer dans des environnements dégradés. C'est assez important. La quatrième, c'est la partie inclusivité, tu as raison, au sens large à nouveau, que ce soit effectivement le genre, mais aussi la capacité à accéder, et bon, je donnerai mes 3 mots après, accéder aux services, quelles que soient les personnes. Et la dernière, on a beaucoup tourné autour de ce terme, on était parti sur souveraineté, et on s'est dit que c'était pas très humble la souveraineté quand on utilise des ordinateurs américains fabriqués en Chine, et que les données, on les met sur les clouds américains ou chinois. Donc on est sur la maîtrise. Donc comment aujourd'hui on essaye de savoir ce qu'on fait avec les données, où est-ce qu'on les place, quel type de données, etc. Donc ça, c'est va être les 5 points cardinaux que le pôle va apporter. Et sur les 3, sur l'immersivité, les 3, pas adjectifs, mais mots que j'avais retenus, c'était interface, puisqu'en fait c'est la force, effectivement, des solutions immersives, l'interactivité, donc était effectivement la capacité à interagir avec ces interfaces. Et le dernier point, c'est ce que vous dites là, et je pense que c'est pour ça qu'on est là, c'était impact. Aujourd'hui, comment on peut déployer ces solutions dans ce cadre qui est quand même assez contraint aujourd'hui d'évolution du numérique. Il y a une conviction assez forte au sein du pôle que le numérique ne sera existant que s'il est responsable. Voilà. Merci. Oui, merci. Bon, ça va, vous êtes d'accord, ils ont à peu près la même définition, on peut continuer. Bon, on continue sur cette base-là, effectivement, qui est un peu plus large peut-être qu'un petit rapport qui vient de sortir, dont je voulais lire un petit extrait pour introduire la question suivante. C'est un rapport que vient de sortir le Shift Project. Je ne sais pas si vous connaissez ce think tank qui fédère à peu près 20 000 personnes, et qui sont des gens qui travaillent de manière assez collaborative sur différents sujets. Là, ils viennent de sortir un rapport qui s'appelle « Quel monde virtuel pour quel monde réel ?» avec un pluriel à monde virtuel et quel monde réel au singulier. Et il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ce rapport, et au tout début du rapport, ils écrivent cette phrase: « L'annonce d'investissements massifs dans les métavers et l'engouement à l'échelon national et européen pour les technologies immersives interpellent. Les mondes virtuels proposant de nouveaux usages pour un système numérique déjà soumis dans son ensemble à l'épreuve de la contrainte énergétique et climatique. » Et du coup, ma question suivante, c'est est-ce que vous avez conscience finalement de ces contraintes, et comment est-ce que vous gérez cette contrainte dans vos entreprises ou dans votre accompagnement de vos entreprises? Cette contrainte énergétique et climatique, cette contrainte même au niveau des ressources, comment est-ce que vous gérez cette contrainte? Tu veux commencer, Marie? Je t'en prie. Vas-y, ok. Pour l'instant, on la gère très peu, dans ma société en tout cas. Essentiellement par... Alors, il y a plusieurs faisceaux. Il y a le fait qu'on n'est pas formé, donc il faut se mettre à niveau, donc il faut du temps,
Et même quand on sait ce qu'on a à faire, ou quand on a des pistes d'amélioration, là pour le coup, j'ai des collègues qui ont lancé des super pistes d'amélioration, on n'a juste pas le temps de le faire. Donc là aujourd'hui, notre principale contrainte sur ce sujet, pour prendre en compte la contrainte, c'est de nous débloquer du temps. Peut-être qu'on le fait mal aussi chez moi, hein, c'est pas impossible, hein, mais c'est de nous débloquer du temps, des ressources pour pouvoir avoir un impact, disons, fort. Alors du coup, je te rejoins complètement puisque pour gérer cette contrainte, on a créé EBetterProd. C'est-à-dire que parfois, quand on n'a pas de temps, on peut avoir de l'argent. Quand on a de l'argent, on n'a pas forcément de temps. Enfin, ça dépend. Et du coup, avec EBetterProd, on accompagne les sociétés de production pour justement mieux gérer, apprendre, prendre conscience de l'impact, pour ensuite, derrière, pouvoir faire des stratégies de baisse d'impact qui vont dans le sens de toute une équipe, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, le même niveau de connaissance. C'est là où la formation et toutes les formations que vous produisez aujourd'hui sont hyper importantes dans cet immersif. Donc on la gère de cette façon-là. Et puis on parle surtout donc de l'impact énergétique dans le sens impact ressources, c'est-à-dire d'où vient cette énergie, et prendre conscience que ça n'a pas le même impact quand c'est un impact en France et notre mix énergétique en France n'est pas le même que le mix énergétique en Belgique ou dans d'autres pays. Donc d'où l'importance de rester sur des tournages par exemple en France. Et sur le climat, pareil, sur la biodiversité. Donc on parle de l'impact sur la biodiversité lié du coup aux ressources bois, ressources matérielles, pour créer nos terminaux, pour créer le matériel qu'on va utiliser pour tourner les formations, pour tourner des œuvres. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais Si, c'est très clair. Moi, voilà, je ne suis pas une entreprise, donc, mais on est en contact avec plein d'entreprises. Ce que dit Romain, je le comprends. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, au niveau du pôle, on a aussi identifié cette histoire de modèle économique, parce qu'à un moment, une entreprise, elle est là pour être pérenne. Et donc, au-delà du numérique responsable, il faut effectivement qu'il y ait une activité pérenne. Je suis d'accord avec vous, il y a des niveaux de maturité qui sont extrêmement divers dont on le mesure. Il y a vraiment des pionniers qui ont bien compris et qui, quelquefois, ont compris qu'il y avait une opportunité de changement de modèle. Puisqu'on parle sur l'économie de l'usage, effectivement, utilisation des déchets comme ressources, etc. Donc ça demande, au-delà, j'allais dire, du day-to-day de gestion, du questionnement stratégique sur le positionnement des entreprises dans des environnements qui sont évolutifs. Sur le rapport, moi je l'ai parcouru. En gros, la conclusion que j'ai tirée, c'est que le développement massif de solutions est pas possible. À un moment, on va toucher aux limites planétaires et l'impact sera qu'on ne pourra pas le faire. Et donc il y aura un questionnement sur les usages. C'est ce que j'ai retenu du rapport. Clairement, je pense qu'effectivement, et c'est là où il faut travailler en rapport coût-bénéfice, en fonction des déploiements de ce type de solutions. Donc il y a vraiment, au-delà de la partie technologique, la partie usage et modèle. Là, je suis complètement d'accord. Est-ce que ça sert de faire en 4K avec de la simultanéité, etc., pour passer un message assez simple? Donc voilà, il y a vraiment un questionnement aussi sur le développement des usages et les types d'usages. Et ça fait partie des sujets que le pôle adressera. Voilà. Et puis pour le dernier sujet, de façon très opérationnelle, mais je pense que c'est un sujet qui est après, à un moment il faut faire un point zéro pour démarrer, savoir où on en est, parce qu'effectivement quand on regarde ce qui se passe sur ces sujets-là qui sont assez divers, diffusants, il y a de quoi être perdu. C'est quoi le premier sujet que je vais adresser? Donc voilà, ça fait partie des outils qu'il faut mettre en œuvre pour que les structures puissent avoir un temps zéro et démarrer. Le vrai sujet, là j'ai un levier important, et là je peux commencer à mesurer et puis commencer à décarboner avec une trajectoire net carbone zéro. Voilà, mais ça demande effectivement de la formation et des outils.
peux rajouter juste un truc. Donc juste un point. Là, je pense qu'en fait, collectivement, on peut être bien meilleur, justement en s'aidant dans la formation ou en investissant du temps qui est mutualisé. Typiquement dans l'abocage, donc l'association Angoulême, il y a un sujet où moi, je ne m'implique pas du tout, mais parce que j'espère que les autres s'impliquent, c'est la partie mesure, en fait. Mesure carbone. Moi, je m'occupe d'un autre sujet, qui est le parc informatique mutualisé. Et cette partie-là, en fait, je l'ai complètement déléguée aux collègues. J'espère qu'ils vont revenir, en fait, avec un rapport super opérationnel pour moi dans quelques temps. Je te rassure, Romain, effectivement, c'est un sujet qui a été abordé et je dirais même on fait partie d'un consortium, on n'a pas eu le temps d'en reparler, enfin j'ai pas eu le temps de communiquer l'info, mais on a déposé un dossier avec la société ECO et on va mesurer de manière très précise les consommations des couples logiciels matériels pour pas seulement avoir des données de consommation liées à chaque matériel, mais aussi au couple, finalement, matériel-logiciel. Et puis, bien sûr, et là, je vais peut-être te repasser la parole, Marie, on mesure quand même de mieux en mieux la partie, finalement, de la fabrication, hein. Vous le savez peut-être déjà, mais la fabrication de nos ordinateurs, de nos machines, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en France, c'est à peu près entre 60 et 90% des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie d'un matériel. Pourquoi ? Parce que ces machines, elles ont été fabriquées avec on a dû extraire énormément de minerais avec des machines extrêmement énergivores qui sont alimentées souvent, ce sont des machines qui fonctionnent avec des énergies fossiles, avec du fuel. Et donc, on a vraiment un mix une répartition entre les émissions liées à la fabrication d'une machine et les émissions liées à son utilisation sur toute sa durée de vie, hein, qui est vraiment dans des proportions qui amènent à travailler plutôt sur la partie fabrication, donc plutôt sur le fait de ne pas acheter de nouvelles machines, donc plutôt sur le fait de réparer ces machines, de réemployer ces machines, bref, de faire les 5 R que vous connaissez peut-être. Donc c'est un vrai sujet, mais je vais te repasser peut-être la parole, Marie, sur la partie mesure. Comment est-ce que vous mesurez les émissions ? Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, pour comprendre le numérique responsable, il faut qu'on puisse le mesurer, connaître l'impact, c'est la première étape vers le numérique et l'immersif responsable. Un premier rappel, c'est qu'aujourd'hui, pour le cinéma et l'audiovisuel, il y a une obligation de faire un bilan carbone estimatif et un bilan carbone définitif, donc avant la production de l'œuvre, après la production de l'œuvre, en collectant les données réelles au fur et à mesure du tournage. Il y a une éco-conditionnalité des aides que donne le CNC par rapport au bilan carbone qu'on doit faire. Donc aujourd'hui, le monde du cinéma et de l'audiovisuel sont obligés de faire ce bilan carbone s'ils veulent continuer à produire des œuvres et s'ils veulent continuer à avoir de l'argent. Ça fait partie du plan action du CNC qui était en 3 grandes étapes. La première étant la formation. Donc c'est là où tout commence, puisque même dans ce plan, c'était la vraie première étape. Deuxième, c'était la mise en place et l'homologation de calculateurs carbone. Aujourd'hui, pour le cinéma, il en existe 3. Le Carbon Clap, développé par EcoProd, le Seco2, développé par Flying Sequoia, et tout récemment, le Carbon Stage, développé par Greeny. Ça veut dire qu'on a ces 3 outils disponibles pour calculer son impact. Ça, c'était la deuxième étape, avec tout un plan d'approvisionnement aussi pour les salles, etc. Donc ça fait partie du scope 3, qui est encore autre chose. Et la troisième grande étape était vraiment l'éco-conditionnalité, l'obligation. On y est aujourd'hui avec Better Prod, ça fait 2 ans qu'on existe. On le voit, on voit la différence, on voit les équipes changer leurs habitudes, prendre les réflexes et avoir vraiment une vraie connaissance de l'impact de leur projet et donc commencer à mettre des choses en place pour baisser cet impact. Donc c'est très important, formez-vous pour commencer après à avoir une stratégie de baisse d'impact.
se former et utiliser les outils de calcul bilan carbone de la profession. Tu as parlé effectivement des outils de la prise de vue réelle que sont Carbon Clap, Seco2 et Carbon Stage. Mais il y a aussi, donc pour le jeu vidéo, il y a un outil formidable qui s'appelle Gyros, qui a été porté par un consortium qui fédère tous les acteurs du jeu vidéo, à la fois les producteurs et les éditeurs, et qui a la chance d'être vraiment très sérieux, je dirais, dans son approche, dans la mesure où il permet de calculer son bilan carbone à la fois de la phase de fabrication de son jeu, mais aussi de la phase de diffusion de son jeu. Et pas seulement sur les aspects CO2, émissions équivalentes, enfin gaz à effet de serre, mais aussi sur la partie utilisation des ressources et aussi sur la partie utilisation d'eau et même énergie primaire. Donc c'est vraiment un outil que je vous recommande, vous les acteurs de l'AVR, vous pouvez vous en emparer, c'est un outil gratuit, il n'y a pas de raison de ne pas vous en servir. La partie diffusion, elle s'appuie sur le nombre de personnes qui utilisent votre application et sur les pays dans lesquels vous diffusez. Donc si vous avez ces données pour vos applications, vous pouvez tout à fait faire un bilan carbone assez complet. Et d'ailleurs, je sais que Gyros a vocation à être agréé par l'ADEME, puisque là, en fait, tu parlais, Marie, du bilan carbone agréé par le CNC. Il y a aussi un bilan carbone agréé par l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique française, qui est un bilan carbone qui est obligatoire pour toutes les sociétés de plus de 500 salariés et qui est plus large que le bilan carbone du CNC. Et il y a un deuxième outil, et il se trouve que j'ai la chance de m'en occuper en ce moment, qui s'appelle Carbulator, qui est un outil plus pour les gens du secteur du dessin animé. Donc lui, il est plus restreint pour l'instant, mais il a vocation aussi à s'élargir en termes de périmètre, en incluant un peu tout ce que j'ai dit pour Gyros. Pour l'instant, il est sur la production, comme Carbon Clap et les autres qui sont plus orientés pour les obligations du CNC. Mais c'est un très bon outil aussi si vous faites de l'animation. Je vous invite à aller l'utiliser. Donc se former, utiliser ces outils pour commencer à calculer, pour mesurer. Effectivement, on ne peut avoir un impact que sur ce qu'on a mesuré. Est-ce que par hasard, alors pardon, je ne sais pas si vous avez d'autres outils, Antoine, peut-être tu as d'autres outils à partager ou des outils de formation, justement, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans les outils de formation qui sont en place Alors oui, on a la chance, mais peut-être d'ailleurs je vais poser la question à la salle, d'avoir en région l'INR. Vous connaissez l'INR? Qui connaît l'INR? Un peu quand même. Donc c'est l'Institut numérique responsable qui est basé, on a beaucoup de chance, en Nouvelle-Aquitaine, à La Rochelle. C'est un peu eux qui ont conceptualisé, on va dire, le concept du numérique responsable. Et il y a pour le coup des outils qui sont assez simples. Il y a un premier MOOC que j'encourage tout le monde à faire, qui est gratuit, qui est sur le site de l'INR. Donc déjà, ça donne une bonne idée du grand cadre général du numérique responsable, en particulier cette dimension, effectivement, device. Effectivement, ça représente entre 60 et 80%. Donc d'où l'utilisation, effectivement, on va dire, prolongée de ces appareils. Et je sais que en la matière, que ce soit le cinéma ou le jeu vidéo, c'est pas tellement la culture, donc ça fait partie des sujets. Mais il y a aussi effectivement des outils, je crois que ça a été cité, bilan carbone ne veut pas forcément dire des centaines de milliers d'euros, parce que c'est un peu aussi, on va dire maintenant que c'est nécessaire, il y a beaucoup d'offres, il y a des solutions qui sont assez simples, hein, qui s'appuient sur des données comptables. Alors c'est pas parfait, mais ça donne toujours un temps zéro. Je crois que Greenly a été cité, donc nous on utilise ce type. Pourtant, on est une petite association d'outils. On a fait 3 bilans carbone et ça permet d'avoir la trajectoire. Donc, il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas très complexes. La difficulté, effectivement, c'est presque le foisonnement des outils qui existent. Hein. Typiquement, à l'INR, ils ont un outil aussi qui s'appelle Winner, qui est un outil gratuit qui permet justement d'estimer son parc informatique. Donc, il y a des solutions. Après, c'est le foisonnement. On est passé de rien à beaucoup. Il faut pouvoir faire le tri. Mais voilà, il faut se poser la question, comme je disais, de mesurer un temps zéro, avec quelques outils que ce soit, pour engager sur les leviers que chaque structure a en fonction de son activité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, et ça fait partie aussi du rôle du pôle, déjà Digital Aquitaine, mais du rôle du pôle au futur, aussi de pouvoir, on va dire, donner des trajectoires en disant, commencez là, allez vers ça, etc. etc. On propose, et après, effectivement, il y a pas mal de solutions qui existent aujourd'hui. On est passé du questionnement à début de solution, en fait.
Je vais rajouter aussi une chose sur les outils et pour commencer à prendre connaissance de l'impact. Il y a du coup une étude qui a d'ailleurs été utilisée pour le projet du Shift Project qui s'appelle le CEPIR, donc qui est un cas d'étude pour un immersif responsable grâce à Landia et à Maury, et qui ont fait toute une étude avec un projet immersif. Et ils sont partis de là ils ont analysé le cycle de vie de leur casque, ils ont travaillé sur toute la conception de leur œuvre. C'est un rapport qui est assez important, mais très compréhensif, très abordable. Je trouve que c'est une très bonne base pour commencer à prendre connaissance des impacts et des éléments de calcul de bilan carbone. S'en est sorti par ailleurs la petite calculette CEPIR que vous pouvez aller voir. Alors pour l'instant c'est sous forme d'Excel, comme tous les premières calculettes. Mais vraiment je vous conseille d'aller voir le CEPIR, du coup, cas d'étude pour un immersif responsable, pour commencer à vous familiariser avec ces éléments carbone liés à l'immersif. Tu vas utiliser la calculette CEPIR, Romain? Dès que j'ai le temps, absolument. Immédiatement. Oui, évidemment, les outils, le foisonnement d'outils, donc ça, effectivement, c'est considérable. On a aussi plein d'études, en fait, que j'ai déjà soit lues, soit survolées, soit en attente sur ma pile à livres. Ça, c'est considérable. Et là, vraiment, la seule question valable de mon côté, c'est le temps à y dédier et notre capacité, en fait, à, d'un côté, être suffisamment prospère pour pouvoir, après, investir dans ces domaines-là. D'où la bocage. La bocage qui a vocation à mutualiser les choses pour que ça pèse moins sur chacun, effectivement, qu'on puisse te digérer les choses au niveau de l'information, te proposer les bonnes formations. À la bocage, on fait des fresques, mais aussi des ateliers Inventons nos vies bas carbone, et puis maintenant ce qu'on appelle un atelier décarbonage, qui est un atelier, un peu, c'est le ménage du carbone, c'est-à-dire c'est un atelier où on va dans une entreprise vraiment travailler avec l'entreprise sur ses spécificités et essayer de lui mettre le pied à l'étrier le mieux possible pour qu'elle tombe pas de cheval effectivement en cours de route, que ça continue et en plus ce qui est intéressant c'est qu'on a décidé d'aborder les choses avec un prisme économie et pas seulement économie carbone mais économie tout court, et donc là on fait faire des économies aux entreprises et ça leur plaît pas mal en fait et c'est un bon levier pour mettre les gens en marche, parce que c'est difficile, c'est vrai, si on n'a pas comme tu le disais aussi Antoine, finalement un modèle économique derrière cette décarbonation. Enfin, c'était pas tout à fait ça ton point, c'était plus sur les modèles, oui. Mais là en tout cas quand on fait gagner un peu d'argent au studio par la mise en œuvre d'actions de décarbonation, ils sont prêts à en faire d'autres. J'ajouterais. Juste, cette idée de modèle, elle est vitale. Effectivement, et c'est vraiment un des sujets qu'on a vu sortir dans l'écriture de la feuille de route stratégique du pôle. Les boîtes nous disaient, c'est super votre truc, mais moi, comment je gagne de l'argent là-dedans, comment j'évolue, et c'est vraiment quelque chose de structurant. Et là-dessus, on a fait intervenir d'ailleurs, quand on a présenté la feuille de route stratégique, deux structures. Une que vous connaissez, parce que c'est Pierre Forest, qui est venu témoigner justement de l'intégration de la notion d'impact dans son modèle économique, en particulier sa plateforme, en disant vous avez besoin de tel appareil pour tel jeu, etc., déjà pour aussi faire prendre conscience. Et une autre structure, vous connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle Doolist. Son métier, c'est une entreprise on va dire de marketing digital et en particulier d'utilisation d'email. Intellectuellement, on se dit tout de suite, son job, c'est d'envoyer le plus d'emails possible. Et c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent. Et ben non, il a changé de modèle, il a dit non, on va envoyer moins, mais mieux. Et donc il a intégré dans son modèle à la fois la capacité à envoyer moins d'emails, mais justement avoir des taux de retour meilleurs. Et in fine, son modèle économique, il est en train de switcher sur, on va dire, pas simplement la masse, mais sur la qualité. Donc ça a demandé un questionnement. Et donc,
pour répondre à Romain, alors c'est facile de mon point de vue de dire qu'il y a une réflexion stratégique sur le positionnement de l'entreprise, parce qu'on voit que ces difficultés, elles vont augmenter avec la pression réglementaire, la pression des marchés. Tu viens de le dire, le CNC il va imposer bilan carbone, etc. Si tu ne changes pas ton modèle ou tu t'es pas interrogé de la place là-dessus, à un moment tu vas te sortir des marchés parce que les autres les vont le faire. Donc il y a vraiment on est à un moment bascule, clairement, on le sent, hein, avec des niveaux de maturité différents, où il faut vraiment se questionner sur ces sujets-là, parce que sinon on sera au pied du mur, ça sera compliqué de faire le switch rapidement. Et pour revenir sur le Shift Project, j'ai vu que dans les contributeurs, il y a Arnaud Guéguin sur ce sujet-là. Alors on le connaît parce qu'on l'a fait intervenir il y a 1 an et demi dans un événement qu'on a fait à Bordeaux qui s'appelle Neotech for Green, où on se posait ces questions-là. Et en particulier sur la formation, ce qu'on a appelé l'ingénieur du 21e siècle. Aujourd'hui, vous posez la question, c'est quoi un ingé ? L'ingénieur, il ne se pose pas de questions. Efficacité, on y va. L'efficience, l'impact, c'était à des kilomètres. Aujourd'hui, ils sont en train d'intégrer ces dimensions carbone et impact et sur le périmètre en disant ok, c'est super, mais la solution, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'elle est déployable, est-ce qu'elle est scalable, comment j'intègre la notion d'impact, parce qu'à un moment il va falloir que je vende ça dans la boîte dans laquelle je suis, qui va être qui doit affronter ces problématiques. Donc on est vraiment à ces moments de bascule et ça sera le rôle du pôle aussi d'adresser ces sujets-là. Super intéressant. Donc ce que tu insinues, c'est que finalement, c'est une opportunité de s'y mettre. Voilà, il y a des opportunités à saisir. Je dois dire, moi, je le vois dans l'audiovisuel, les producteurs qui actuellement ont vraiment des démarches très vertueuses, ils commencent à être écoutés peut-être un peu plus attentivement par les chaînes de télévision, parce que les chaînes de télévision sont des acteurs qui sont majeurs et qui sont soumis à ces obligations, et donc par rebond, par ruissellement, comme on pourrait dire, finalement, leurs obligations, ils les répercutent sur les producteurs. Et quand ils ont des producteurs qui arrivent et qui sont plus vertueux que d'autres, en tout cas qui ont une démarche très, très importante dans ces domaines, finalement, ça leur donne un avantage qui n'est peut-être pas décisif, mais qui est important. Peut-être tu peux confirmer, Marie, sur ces sujets ? Oui, déjà, je confirme que l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. En fait, on peut considérer avec suffisamment d'anticipation une certaine balance de coûts, une balance d'impact qui est à réfléchir, qui est vraiment à anticiper. Et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport aux avantages un petit peu financiers, déjà dans l'audiovisuel, on a par exemple la région Île-de-France et la région Corse qui proposent des éco-bonus. C'est-à-dire qu'on a plus d'argent si on justifie d'une démarche responsable sur ces tournages. On a de plus en plus de régions qui demandent dans les dossiers de subvention à expliquer dans quelle mesure de réduction d'impact va s'intégrer l'œuvre, les nouveaux récits, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, vraiment essayer d'anticiper au maximum, d'intégrer dans vos budgets, dès à présent, des lignes avec, par exemple, ce qu'on appelle un éco-référent. C'est un gros mot, mais c'était encore un gros mot il y a 5 ans dans l'audiovisuel. Aujourd'hui, je ne vois plus de tournage sans éco-référent. Et on s'est adapté, de la même façon qu'on a dû s'adapter pendant le Covid. Donc, vous pouvez le faire. Je vous conseille de le faire dès maintenant, parce que, comme le disait très bien Romain, c'est qu'on manque de temps, on a besoin d'une personne dédiée, d'une personne experte dans ce domaine-là. Cette personne-là, il faut la payer, donc il faut l'intégrer à vos budgets. Et il faut intégrer ces demandes de financement dans vos dossiers de bande d'aide, ce qui va permettre de mettre des petites graines un petit peu aussi dans la tête de vos financeurs, de vos distributeurs, dans le fait d'intégrer aussi dans leur financement, dans les budgets, ces lignes liées à une démarche environnementale. Ok, donc c'est un risque effectivement d'être dans l'immersif aujourd'hui, c'est risqué parce qu'il y a une pression finalement sur le numérique aujourd'hui pour qu'il se décarbone, pour qu'il soit de plus en plus sobre, pour qu'il utilise moins de ressources, pour qu'il vraiment soit de plus en plus vertueux, mais c'est aussi en tout cas d'être dans le numérique de manière très vertueuse, très responsable, c'est une vraie opportunité. Donc Romain, ton défi, c'est maintenant de trouver le temps pour vraiment mettre tout ça en place. Et malgré tout, je crois que tu fais en sorte d'aller chercher des clients, ou
tout cas tu as la chance de rencontrer quand même des clients qui ont aussi cette démarche éco-responsable et qui t'amènent à produire des contenus, des choses qui sont intéressantes dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tout ça ? Je peux partager un exemple, un exemple super vertueux, voilà, d'une utilisation de l'immersive génial. C'est un projet qui a été financé par la région Nouvelle-Aquitaine, je tiens à le dire. Moi, je suis prestataire. C'est pas moi qui porte le projet, mais mes partenaires qui portent le projet. Le problème qu'elles essaient de résoudre, c'est pouvoir faire des formations, en fait, pouvoir démultiplier les lieux de formation. Donc, en l'occurrence, on est dans le domaine de l'assistante de vétérinaire. C'est un métier qui est presque que des femmes qui vont vers ce métier-là. Et je crois qu'il n'y a que 2 centres de formation en région Nouvelle-Aquitaine, pour toute la région, immense. Donc, effectivement, c'est aussi des gens qui viennent parfois de milieux très ruraux, qui viennent des 4 coins de la région. Donc, pour ces femmes-là, c'est souvent un cauchemar logistique pour rejoindre un de ces lieux de formation. Et là, mes partenaires se sont dit, là, une utilisation qui est géniale du numérique, ça serait l'idée, c'est de faire un maillage de tiers-lieux. La formatrice ou le formateur se trouve dans un des lieux, peu importe, en région Nouvelle-Aquitaine. La promotion de 20 personnes qui se forment se trouve dans 4 autres lieux. Et tout le monde est connecté et tout le monde peut faire la formation en même temps. Et là, moi, évidemment, j'interviens dans la production de contenus immersifs qui leur permettent de conduire leur formation. Donc là, voilà, on a une utilisation géniale. Tout le monde peut se former en même temps. Elles ne sont pas obligées à chaque fois. Il y a des moments où elles se réunissent, parce que c'est important aussi, les moments de ritualisation où on se réunit en promo. Mais il y a toute une partie aussi de la formation qui est comme ça. Je crois que Chrysalide a été un de ces tiers-lieux. Je sais que la première promo a été formée il y a très peu de temps, ça a été un grand succès, avec aussi tous les écueils que, évidemment, il faut petit à petit corriger. Je suis sûr qu'à dans tel tiers-lieu, le Wi-Fi n'a pas marché, dans tel autre tiers-lieu, c'est un autre truc qui est le PC n'était pas prêt, le driver n'était pas installé, bref, il y a 1000 trucs à corriger. Mais voilà un super exemple, je trouve, d'utilisation du numérique dans ce qu'il a de meilleur. Et moi, j'y vois un autre intérêt à participer à ce projet, pas uniquement parce que j'ai du travail, parce que je suis fournisseur, pas uniquement parce que le projet a du sens sociétalement, c'est le cas, mais aussi parce que moi, je peux peut-être dupliquer le modèle. Moi, je travaille sur les questions de formation à la taille de vigne, donc pour former des tailles. Est-ce qu'on pourrait multiplier, réutiliser les infrastructures ? Ici à Chrysalide, dans la Technopole, donc ça a été utilisé comme un de ces tiers-lieux parce qu'on a une salle équipée pour ça, qu'on peut utiliser tout le temps pour faire des formations immersives. Voilà, j'y vois aussi, de mon côté, une opportunité en fait d'un modèle qu'on pourrait dupliquer à d'autres secteurs. Déjà, j'adore ce projet, tu le sais. Et je voudrais aussi ajouter qu'en plus, ça participe à la réduction d'impact lié au transport. Donc en fait, tout est lié et on se rend compte que grâce à ce type de projet, déjà, c'est du bon sens, tout ça. Et donc, on a des ponts qui se font avec le numérique responsable, avec la baisse d'impact, du lien aussi social. Donc voilà, je voulais juste vraiment rajouter ça. Je trouve ça magnifique comme projet. Je voulais juste rajouter, parce qu'on a l'impression que Romain il prenait la leçon, mais pas du tout. En fait, je suis sûr qu'il y a déjà plein de choses qui existent chez Studio Nix. Et on est un peu comme Monsieur Jourdain. On fait plein de choses, mais en fait, il faut arriver à identifier et les organiser. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui existent déjà. Et après, comme on disait, trouver un point zéro et donner des axes stratégiques. Ça, c'est le premier point. Et ce que vous dites, c'est exactement ça. Ce que je disais en entrée, c'est coût-bénéfice et les usages. Évidemment que c'est génial de pouvoir faire sur cet outil. Et ça interroge, il y avait un rapport du Shift là-dessus, sur la vidéo en ligne. Est-ce que, voilà, pour regarder des chats, c'est vraiment super. Donc, et voilà, ça a interrogé évidemment toute la partie ludique de la partie immersive, ce qu'il faut mettre en œuvre, la qualité, etc. Donc voilà, il y aura vraiment du questionnement sur ces sujets-là. Oui, il y aura des conflits d'usage et donc il y aura des usages qui sont privilégiés. On ne sait pas d'ailleurs comment on va faire ça parce que il y aura
peut-être, je ne sais pas, vraiment que l'État aura la possibilité de dire, voilà, vous n'avez le droit de regarder certains usages que 2 heures par jour et ils auront accès à ce type d'usage. Je ne sais pas très bien comment ils vont faire ça, mais en tout cas, voilà, je suis d'accord, ça risque d'arriver. En tout cas, moi, ce projet, je le trouve vraiment intéressant aussi. Et j'avais envie de te poser 2 questions. D'abord, en quoi finalement, Romain, ce projet, il est finalement l'immersif est plus intéressant et peut-être plus efficace, ou je ne sais pas, enfin à toi de répondre justement par rapport à un autre projet du même type qui serait plutôt du e-learning classique avec des vidéos, ou voire même avec des bouquins, quoi. En quoi l'immersif en fait est un outil qui apporte quelque chose de fondamental compte tenu de ces conflits d'usage, pas seulement entre utilisation immersive, mais entre numérique tout court, entre utilisation du numérique tout court. En quoi un projet comme celui-là, il va subsister face éventuellement à un projet de pur e-learning ou même de distribution de livres? Ok, bon, là, l'avantage de l'immersif ici, c'est le vieux fantasme de la science-fiction de pouvoir faire exister un monde à un endroit où le monde n'est pas. Donc typiquement, je prends un exemple de ce qu'on fait comme démo aujourd'hui sur la taille de vigne, on fait exister les pieds de vigne ici dans la salle de classe, quoi, ou dans le tiers-lieu. Et on fait exister aussi le geste. C'est-à-dire là, vous allez prendre le geste de la taille de vigne. Vous allez prendre la posture, donc on va pouvoir aussi travailler sur votre votre positionnement. Donc moi j'en fais des tonnes là sur la taille de vigne, sur le fait qu'il ne faut pas de façon répétée faire des squats, donc plier les genoux, et il ne faut pas de façon répétée casser les lombaires. Et là il y a toute une gestuelle à apprendre que les enseignants enseignent à leurs élèves, qui est contre-intuitive. La position à prendre, elle n'est pas naturelle, mais c'est celle qui va nous permettre de maintenir en bonne santé le travailleur ou la travailleuse. Voilà, ça typiquement, seul l'immersif, là en l'occurrence VR ou réalité mixte ou réalité augmentée, peut faire ça. Là, devant un écran, on n'a pas ce bénéfice-là, à la fois de l'immersion et le travail sur la posture. Ok, bah oui, déterminant. Antoine. Oui, je voulais juste ajouter un sujet qui me vient à l'esprit. Je ne pense pas qu'on l'ait accompagné, mais je sais qu'on en a discuté. Il y a Stéphane Chumnel qui est dans la salle. J'avais gardé en mémoire, c'est pour illustrer aussi cette idée en fonction des usages. Et je sais qu'il y avait un projet sur la partie maintenance avec la SNCF, je ne suis pas sûr qu'on l'ait accompagné jusqu'au bout, où il y a, sur le TGV, sur une motrice, il y a une intervention qui se fait une fois dans la vie de la locomotive. Donc autant vous dire que les mecs, ils ne peuvent pas s'entraîner, puisqu'en fait, ils interviennent une fois, il faut démonter la moitié du train. Et donc le seul moyen, c'était à la fois de mettre dans ce périmètre immersif la personne qui l'a déjà fait, et ils ne sont pas nombreux, et des apprenants, qui peuvent être partout en France. Donc tout de suite, vous voyez que, le gars, il peut s'entraîner, sous l'égide d'un formateur qui a déjà fait et ils ne sont pas nombreux, et là où il est. Donc tout de suite, on voit le levier qu'on peut avoir en termes d'impact et en qualité de formation si vous n'avez pas cette notion effectivement d'immersion au contact avec l'appareil, voire l'haptique, si on veut voir la résistance de l'écrou qui doit démonter, etc. C'est compliqué. Et là, donc, je pense que ça a complètement sa place. Donc sur ces sujets-là, le rapport coût-bénéfice il est assez évident. Après, on peut se poser des questions et les effets rebonds, etc. Mais voilà, il y a certainement des solutions dans lesquelles ça s'imposera. Donc les gestes qu'on doit apprendre et qu'on n'a pas finalement la possibilité d'apprendre sans un formateur à côté de soi ou sans expérimenter vraiment sur le terrain, l'immersif est une vraie répond vraiment à ce besoin et donc sera certainement un type d'usage du numérique qui sera favorisé. Oh, ça s'arrête. Non, c'est parti. Est-ce que vous voyez d'autres types de contenus que l'immersif pourrait vraiment porter de manière préférentielle face à d'autres types d'usage du numérique? Est-ce que finalement l'immersif a d'autres atouts qui seraient décisifs et qui pourraient le mettre en haut de la liste des usages à privilégier? Vas-y, je t'en prie.
J'ai un autre exemple assez éloquent. Là, tu parlais de la maintenance dans la SNCF. Si on prend les questions de maintenance dans un environnement dangereux, de type environnement nucléaire civil, donc la maintenance dans une centrale nucléaire, donc il y a le même besoin qui est que l'opération se fait très rarement. Ça peut être une fois par an que l'équipe doit descendre et faire l'opération. Mais en plus, il y a le danger, et en plus, il y a le temps limité. Donc c'est 10 minutes pour l'opération, pas plus, sinon on reçoit trop de radioactivité. Et en plus, il faut que ce soit une équipe qui le fasse, c'est pas une seule personne, donc il faut être coordonné à plusieurs. Et donc le fait que ça soit une équipe, il y a aussi tout un savoir-être à enseigner à chaque participant. Pour répondre aussi à ta question, donc c'est vrai que ces deux exemples, messieurs, c'est aussi beaucoup sur la connaissance. J'ai un autre exemple qui est sur la préservation de l'environnement, préservation de notre patrimoine. C'est une jeune entreprise qui s'appelle Layers et qui crée des jumeaux numériques de bâtiments, de monuments historiques et qui leur permettent de les intégrer dans des milieux immersifs. Et grâce à l'utilisation de ces assets, il y a une partie qui revient du coup aux producteurs de contenu et une autre partie qui va revenir pour la préservation du bâtiment historique. Ça permet aussi du coup quelque part d'y avoir accès. On va pas d'aller voir la tour de Pise de son canapé, c'est quand même sympa aussi. Et ça résout un petit peu aussi le surtourisme. On sait que les déplacements, c'est un énorme enjeu environnemental. Et donc voilà, je trouvais cette initiative aussi assez intéressante qui va avec la connaissance, la culture, le patrimoine et la redistribution juste des revenus liés à un contenu commercial immersif. Ok, super, oui. Donc un autre usage important, effectivement, tu as raison de souligner l'importance d'un usage qui permet d'éviter des déplacements, qui permet vraiment d'avoir une expérience forte aussi, par rapport à une expérience peut-être moins émotionnelle, que serait une expérience purement visuelle. C'est vrai que les déplacements, vous le savez sûrement, mais c'est un enjeu très fort quand on fait les bilans carbone des entreprises. L'ADEME nous oblige à rajouter les déplacements domicile-travail de tous nos collaborateurs. Et les déplacements domicile-travail, ça représente selon les... Alors, dans les très grandes villes où il y a des super transports en commun, c'est souvent très marginal. Mais dans nos plus petites villes, ça représente entre 10 et parfois 30%. Je pense à une entreprise en particulier là, en ce moment qui a sorti un bilan carbone où il y a 35% de son impact, une boîte de dessins animés, qui est liée au déplacement domicile-travail de ses collaborateurs. Donc effectivement, pouvoir réduire les déplacements, dans le bilan carbone du français moyen qui est à 10 tonnes aujourd'hui, les déplacements c'est 3 tonnes et la voiture d'ailleurs c'est 1,5 tonne si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est 15% la voiture de nos déplacements, donc si on peut, de nos émissions. Donc, je rajouterais que les postes les plus impactants de votre secteur, de la création d'un contenu, c'est très très souvent en premier les transports, ensuite l'alimentation et l'immobilisation matérielle, donc énergétique, bâtiment, etc. C'est vraiment les 3 postes sur lesquels on peut dès à présent travailler, vous pouvez travailler, il existe des solutions alternatives, je ne vais pas faire le comparatif bœuf végétarien, sinon on va partir sur un débat très clivant, mais au niveau des transports et de l'immobilisation matérielle, on a des solutions, on sait qu'il existe quand même aujourd'hui, on peut utiliser la chaleur de des fermes pour chauffer un bâtiment ou le ventiler à l'inverse. Il existe vraiment des choses déjà présentes, donc je vous invite vraiment à aller regarder ce qui existe là-dessus. Sur la question des transports, il y a aussi les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc là, ça rejoint la question de l'inclusivité. Un exemple, moi j'ai travaillé avec un musée dans lequel la mission des médiatrices était d'aller dans les maisons de retraite.
Donc des personnes qui ne peuvent pas aller au musée en fait. Donc c'est elles qui se déplaçaient, qui se projetaient avec leur outil immersif pour aller montrer l'exposition. Un autre exemple de ça, bon, vous imaginez toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on va dire les personnes à l'hôpital, etc. Mais il y a aussi par exemple les personnes dans les prisons. Alors moi j'ai pas fait ce projet-là, mais j'ai des partenaires qui eux ont amené des outils immersifs dans les prisons pour former des prisonniers dans un cadre de programme de réinsertion. Je suis sûr qu'on pourrait, je ne sais pas en tête, mais on pourrait multiplier comme ça les exemples de personnes qui peuvent avoir accès grâce au numérique à quelque chose, soit parce qu'elles sont loin, soit parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, soit parce que typiquement les assistants vétérinaires, les centres sont trop éloignés. Super, vous avez plein de solutions. Moi, je voudrais vous faire une proposition. Je fais un appel à manifestation d'intérêt pour un projet qui consisterait à modéliser le monde de demain, par exemple à Angoulême, selon les différents scénarios du GIEC. Ça permettrait de peut-être mieux comprendre finalement en quoi essayer de rester sous les 2 degrés, ça serait une bonne chose pour nos enfants, pour nous-mêmes d'ailleurs peut-être aussi. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, je suis hyper intéressée à participer à un projet comme celui-là. Voilà, je vois que l'heure a déjà bien filé, il est déjà midi. Je ne sais pas si est-ce que vous avez des questions peut-être avant qu'on continue, j'en ai d'autres moi, mais si quelqu'un dans la salle a envie de poser des questions à nos intervenants. Ça va? Pas de questions? Si? Une remarque pour rebondir sur... Tu veux prendre... Si je fais le parallèle des enjeux de décarbonation pour les milieux industriels, on voit que le numérique devient de plus en plus présent dans nos organisations. Donc ça devient un item forcément important. Mais de façon plus globale, c'est vrai que dans le monde j'appelle ça la vieille économie, la vieille industrie, aujourd'hui, vous parliez d'une contrainte, on en fait une opportunité, mais clairement, quand on fait des projets de décarbo, quand on parle d'économie d'énergie et d'environnement, de biodiversité, c'est à la fois parce qu'il y a un enjeu sociétal, mais rien n'est gratuit, c'est aussi parce qu'on sait que ça va être un élément différenciant aujourd'hui et demain. Et c'est vrai, aujourd'hui, quand on voit le monde du numérique, là on est quand même aussi aux prémices de transformation importantes dans le monde de l'entreprise via le numérique. Je crois pouvoir dire que l'entreprise du numérique qui s'inscrit dès aujourd'hui dans une feuille de route de décarbonation de RSE au sens global du terme, c'est demain l'entreprise qu'on retiendra en tant que partenaire. Et ceux qui ne prendront pas cette vision-là à moyen terme, et je crois pouvoir dire qu'ils resteront sur le bord de la route. Donc c'est à la fois une problématique court-termiste, effectivement, de dire comment je vais appréhender cette feuille de route, cette stratégie, on va dire RSE au sens de développement durable au sens global du terme. Par contre, c'est un enjeu majeur de différenciation et de business, d'opportunité de business à moyen terme. C'était juste je me permettais d'apporter cet éclairage complémentaire. Tu veux rebondir et je voulais juste ajouter, alors pas ajouter, mais compléter peut-être. Je suis complètement d'accord avec ça. Et puis, je parlais tout à l'heure de contraintes réglementaires. Il y a le CSRD qui va arriver, qui est là. Et en particulier l'industrie, sont les grands donneurs d'ordre qui ont déjà cette contrainte. Donc 1er janvier 2025, il va falloir qu'ils remontent cette double matérialité qui n'est pas simple. Donc la pression va être très 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 forte sur toute la chaîne. Et si vous n'êtes pas aligné, enfin ceux qui ne seront pas alignés vont avoir du mal à exister dans cet environnement. Alors, avec les échéances électorales, on ne va rien dire. Peut-être que ça sera décalé d'une ou 2 années. Et encore, c'est une réglementation européenne. Mais la trajectoire, elle est claire à la fois en termes d'opportunités, ce que tu disais, pour intégrer ces dimensions-là dans les modèles. Et puis, voilà, ça, je ne sais pas si c'est irréellement, mais j'y vois plutôt une cascade là qui est en train de descendre sur ces sujets-là. On n'aura pas le choix. Et donc, il faut faire d'une contrainte une opportunité. Tu as tout à fait raison. Effectivement, il y a les obligations CSRD depuis le 1er janvier 2024 pour les plus grosses entreprises. Cette obligation, elle court finalement comme tout plan d'action sur à peu près 3 à 5 ans. Et dans 5 ans, c'est les TPE, PME qui vont être aussi concernés par cette obligation. Donc ça veut dire que ça vous laisse ce laps de temps aussi pour prendre en compte toutes ces nouvelles obligations. Commencer à vraiment vous former, c'est vraiment la première marche sur les impacts, les bilans carbone, etc. Et les bilans carbone font vraiment partie de ces remontées d'informations qui vont être très importantes et qui sont dans cette trajectoire de remontée. Et comme vous le disiez très justement, il y a un investissement qu'on voit
voit généralement sur l'environnement qui est un peu court terme. Genre, ah là tout de suite, ça me coûte cher. Oui, sauf que dans 3-4 ans, quand tous tes collaborateurs ils seront formés et ils auront leurs connaissances, en fait, c'est ce que tu vas appeler du coup un investissement que tu auras fait sur le moment. Il faut prendre le train en marche, c'est hyper important. Moi, je le vois dans le milieu de l'audiovisuel. Aujourd'hui, les devis qu'on fait pour accompagner les prods, il y a 3 ans, on accompagnait des sociétés de production pour faire les premiers bilans carbone. Les devis étaient assez importants. Aujourd'hui, on les accompagne pour faire une démarche de baisse d'impact. Mais par contre, je peux vous dire que celui qui ne nous a pas appelé il y a 3 ans, il signe un devis beaucoup plus important parce qu'il est dans l'urgence. Le maître mot pour réussir sa stratégie de baisse d'impact et à mettre dans sa feuille de route, c'est l'anticipation. C'est le meilleur ami de l'écologie et de la transition environnementale. Donc je vous invite vraiment à anticiper les coûts et les obligations qui vont arriver. Comme le disait très justement Frédéric, les calculateurs carbone pour le numérique et l'immersif vont être rendus obligatoires. Donc voilà. Petit spoiler alerte, préparez-vous pour l'année prochaine. Tu veux dire, oui, tu as raison de le rappeler. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais pour le jeu vidéo, ça a été annoncé par le CNC. Les gens qui veulent déposer un dossier de demande de subvention pour le jeu vidéo vont devoir rendre un bilan carbone prévisionnel et définitif, comme tu le disais, Marie, tout à l'heure. C'est déjà le cas pour la prise de vue réelle, mais ça sera le cas pour le jeu vidéo à partir de mars 2025. Et pour le dessin animé, ça sera aussi le cas. Certainement, ça va être annoncé dans les jours qui viennent par le CNC. On va avoir le même type d'obligation. Et si vous déposez des dossiers au CNC pour vos œuvres en immersif, ça sera certainement le cas. En même temps, vous devrez utiliser, selon que vous êtes plus orienté animation ou plus orienté jeux vidéo, vous utiliserez certainement un des outils qui sera homologué par le CNC. Donc allez-y, pour toutes ces bonnes raisons, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire à la fois je dirais la réglementation, le fait que cette réglementation, elle arrive en cascade sur chacun d'entre nous, pour aussi bien sûr la bonne raison qui est qu'il faut décarboner nos process, pour la bonne raison que si vous ne le faites pas, vous êtes à risque parce que vous allez être vulnérable. On est dans des secteurs où il va y avoir donc des conflits d'usage et il va falloir donc avoir bien réfléchi à quels usages on met en œuvre, sur quels usages on se positionne pour être sûr que ces usages sont pérennes. Ça va aussi vous permettre de saisir de belles opportunités. Bref, pour toutes ces raisons, je crois qu'on peut dire qu'il faut qu'on s'y mette. Et tous ensemble, ça va plus vite. On va peut-être... voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous voulez qu'on fait un petit tour de table. Moi, je crois que j'ai fini. Oui, non, je voulais juste... c'est ça, tout à l'heure, j'avais dit que j'avais 2 questions pour toi, Robin. J'en ai posé qu'une. C'est quel est ton engagement en tant que directeur de l'entreprise? On sait à quel point, finalement, le fait que la direction, la tête de l'entreprise soit convaincue de ces sujets, c'est fondamental. Quelle est l'importance de ton engagement personnel et je dirais aussi des autres personnes qui travaillent à tes côtés? Ok, alors le premier truc que j'aurais envie de dire, c'est qu'il ne faut surtout pas laisser le problème juste au chef d'entreprise. Il faut que tout le monde s'en empare. Moi, typiquement, je serais ravi par... Il y a un truc dont tu n'as pas parlé tout à l'heure, où tu l'as rapidement évoqué, Antoine, c'est la question aussi de comment on code. Là, on a toute des bonnes pratiques à acquérir. Donc chez nous, on les a pas. Mais là, il y a une liste. Alors là aussi, il y a de la littérature sur le sujet qui est géniale. Et moi, je serais ravi d'avoir les jeunes codeurs sortis de l'école qui viennent chez nous et qui disent aux moins jeunes, ben voilà ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait implémenter. Moi, je ne le sais pas, je n'ai pas cette connaissance-là pour le coup. Voilà ce qu'on pourrait faire en fait pour être plus vertueux dans la façon dont on éco-fabrique nos logiciels. Voilà, donc j'ai envie de te répondre à côté. Il faut pas que ça repose uniquement sur la sinon alors on y va dans le vertical et non, surtout pas.
Certes, mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que si la tête n'est pas consentante, à ce moment-là, il ne se passe rien. On a beau avoir tout le monde qui a envie. Si toi, en tant que dirigeant de l'entreprise, tu n'es pas convaincu, ça ne va pas avancer. Oui, effectivement. Ouais. C'est moi qu'on a invité à venir sur scène pour parler de ça. Et en effet, sur les questions d'éco et éco-coding, il y a un acteur vraiment vachement impliqué, mais avec l'INR, sur ces sujets, c'est Green IT, avec Frédéric Bordage, qui a sorti plein de guides sur ces sujets, et qui raconte par exemple une histoire vraiment intéressante sur un outil météo qui était hyper sophistiqué, avec des belles images, etc. Il a fait une mission pour la société qui faisait ce super outil météo. C'était une start-up donc qui montrait des très belles images de ses prévisions météo, et c'était une société qui avait par ailleurs un usage fort de l'IA. Et ce que Frédéric Bordage raconte, c'est que lors de leur mission, ils ont décidé de garder la dimension IA, mais en revanche, sur la partie présentation des résultats, finalement, ils se sont contentés de présentations chiffrées, extrêmement simples. Et finalement, c'était sur cette partie-là, sur le scope 3, puisqu'ils envoyaient ces prévisions météo pour des agriculteurs. Pardon, ça bug un petit peu. Des prévisions pour des agriculteurs. Ils envoyaient donc leurs prévisions à plein de gens. Et avant, c'était très lourd, l'envoi de ces prévisions, parce qu'il y avait de grosses images très belles. Et maintenant, ils envoient quelques chiffres, et puis les gens les mettent sur un tableau blanc, les écrivent sur un tableau blanc, et du coup, tout le monde y a accès. Et puis du coup, tout le monde discute autour de ce tableau blanc. Donc on retrouve aussi la convivialité, finalement, qu'on a peut-être un peu perdu parfois avec le numérique. Oui, merci Joël pour ton intervention. Par ailleurs, c'est vrai que vous êtes quand même chez Schneider Electric des experts de l'usage du numérique. Peut-être tu veux nous en dire plus sur ta vision de quels usages du numérique vous voyez, vous, Schneider, qui avez sûrement des armées de gens, de prospectivistes pour aller regarder un peu quels sont les usages pour aider les créateurs de solutions immersives. Est-ce que tu veux rajouter ? Non, j'ai pas envie. Non, t'as pas envie. Il a faim, tant pis. Ce qui est sûr, je le dis souvent, c'est vrai que il y a plein de transformations qui arrivent. Alors sur la formation immersive, pour avoir pas mal échangé en interne, c'est encore quelque chose qui pour nous n'est pas suffisamment mature pour entre guillemets, déployer de façon importante sur un grand groupe industriel. Donc il y a un vrai sujet de qui attend qui pour booster cette technologie, et aujourd'hui on a un certain nombre d'expérimentations pour avoir aussi des échanges avec le monde académique. En tout cas, une vision, pour moi il y a deux sujets. Si je prends la formation telle que vous l'avez évoquée sur la formation distancielle, il y a un enjeu majeur. Nous, on a des formations à l'international qui recouvrent tous les pays, et on fait encore du présentiel, mais de moins en moins. Donc là, l'enjeu de déplacement, que ce soit le national ou l'international, il est totalement prégnant, et là, il y a un élément de réponse. On a un portefeuille de formations assez classiques en e-learning, parfois qui ne font pas rêver grand monde. Donc on a aussi cet enjeu d'attractivité autour de la formation, et encore plus avec les nouvelles générations, on le voit. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, sur le digital et le numérique dans sa globalité, et clairement, le groupe, un de ses vecteurs aussi de communication, c'est d'être le leader mondial de la gestion de l'énergie digitalisée, sur toutes ses composantes. Et moi, je notais tout à l'heure un certain nombre de points, parce qu'effectivement, on a des vraies réflexions sur des stratégies digitales qui irriguent toutes les composantes, qu'elles soient via nos clients ou en interne. Par contre, je pense qu'on peut aller encore plus loin sur les enjeux de décarbonation associés à cette composante digitale. On a effectivement des enjeux majeurs, on l'a évoqué un peu, autour de l'IA. L'IA, c'est 500 personnes en France. Chez nous, c'est plusieurs milliers au niveau du groupe. Parce qu'on sait qu'il y a l'IA sur toutes les composantes, hein, et la data, ça va devenir c'est une banalité de dire ça, mais c'est vraiment une réalité. Et souvent je le dis, c'est que là aussi les acteurs, qu'ils soient industriels avec des collaborations du monde numérique, qui ne vont pas s'approprier ce changement-là, seront en difficulté demain. Donc, et après, autour de la digitalisation, nous on voit l'usage qui est une problématique, c'est comment on rend accessible tous nos outils digitaux
à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et c'est pour ça que cette notion d'immersivité, je dis souvent de rendre plus fun, mais en tout cas de rendre plus accessible la formation, quels que soient les domaines de formation, via des outils plus adaptés, et de le rendre finalement plus abordable pour le commun des mortels, là il y a un enjeu majeur. Et je pense que cette technologie autour de l'immersivité, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas, c'est un enjeu majeur pour vulgariser et faire en sorte que le salarié se forme de façon plus autonome, plus proactive au métier d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup. En faisant attention effectivement à l'effet rebond de l'IA, certes, ça peut nous apporter des solutions intéressantes, mais bon, ça sera une autre conférence, peut-être prochainement. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention aux effets rebonds, qui sont ces effets qui annulent en fait l'efficacité d'une technologie à travers finalement un déploiement qui n'est pas compatible avec les limites planétaires et avec le changement climatique. Donc il faut banquer, si je puis dire, garder l'efficacité, mais surtout pas multiplier les usages. J'ai envie de vous donner la parole pour quelques derniers mots, pour que vous ayez un mot de conclusion. Tu voulais dire quelque chose, Antoine ? Je voulais rebondir sur ce qu'il vient de dire sur la partie IA. C'était quelques mots que j'avais préparés. Donc on va dire méta, ça a été le mot, le buzzword il y a 2 ou 3 ans. Avant on a eu blockchain, on a eu Web 3.0, on a eu les NFC, aujourd'hui c'est l'IA. Alors je pense qu'il faut aussi, et c'est la force aussi, je pense, des collectifs, c'est de prendre un peu de recul sur toutes ces technos et les regarder avec justement ce prisme. Et pour revenir sur l'IA, à nouveau, je parle de mon expérience, nous on fait un événement à Bordeaux qui s'appelle Data Kitten, ça fait la 7e année je crois. Depuis 2 ans, on l'a orienté sur l'impact dans la trajectoire du pôle. Les questionnements que vous posez, ils y sont. Vous savez, une requête sur IA, sur ChatGPT, c'est 50 fois une requête sur Google. Donc les interrogations sur ces sujets-là, elles sont énormes. Et il existe des solutions à nouveau. Il y a des solutions ALM qui tournent en local, qui sont entre guillemets souveraines ou maîtrisées. On n'a pas forcément besoin d'aller travailler avec ChatGPT, quoi. Donc il y a plein de questions aussi sur ces sujets-là, assez de bon sens, en disant ok, l'IA, je vois comment je peux l'intégrer, j'ai envie de l'intégrer, qu'est-ce que je fais ? Et à nouveau, se questionner sur les usages, quels outils on utilise, avec ce prisme, enfin les 5 j'ai donné tout à l'heure, pour essayer de maîtriser l'affaire et voir ce que ça peut apporter au-delà du buzzword en fait. Et donc il y a vraiment, et on trouvera certainement, il y en aura d'autres demain de buzzwords au-delà de l'IA générative, et il faudra à chaque fois se poser les questions de façon assez froide. Qu'est-ce que ça apporte à mon business, quel modèle économique je peux mettre derrière, c'est-à-dire quelle trajectoire ça m'emmène en termes de modèle et puis d'impact. Voilà, c'est des questions assez basiques mais qui vont, je pense, repositionner chaque boîte sur ces sujets-là. Mesurer. Après, je vais vous laisser manger, promis. Je voulais aussi conclure sur quelques mots. En fait, tout ce qu'on a dit aussi, c'est finalement, on se rend compte que ce dont on a besoin, surtout, c'est vraiment de l'intelligence collective. Donc, c'est ce que vous faites déjà dans la transmission et grâce à la formation. Formez-vous aussi aux impacts. Anticiper au maximum ce dont on a parlé sur les bilans carbone, c'est vraiment sérieux. Et ce que je dis souvent dans le milieu de l'audiovisuel et du cinéma, c'est que notre plus beau décor, ça reste notre planète. Donc si on n'a plus de planète, on n'a plus de décor. Et donc si on n'a plus de planète, en fait, on ne construit plus, on ne partage plus, on ne vit plus. Donc c'est hyper important de préserver nos ressources pour qu'on puisse continuer à faire notre métier qu'on aime. Et donc voilà, c'était vraiment sur ces derniers mots que je voulais terminer. Moi, ça serait sur la partie inclusivité. Donc j'avais parlé plutôt de la question de la parité précédemment, mais il y a aussi la question de la fracture numérique, là, qui est en train d'augmenter de façon exponentielle, y compris même dans une société comme la mienne, du numérique. Le niveau de connaissance peut être extrêmement variable. Et là, il y a aussi des marges de progression, il y a des marges d'économie à faire. C'est absolument hallucinant, par exemple, la méconnaissance d'outils comme des tableurs. Enfin, le meilleur logiciel du monde, un tableur, quoi. À quel point leur méconnaissance entraîne toute une pénibilité dans la suite de la chaîne et aussi, du coup, du stockage de données inutiles, etc.
Donc voilà, moi il y aurait l'aspect qui m'intéresserait énormément, c'est cette question de comment rendre le numérique, l'alphabétisation du numérique la plus élevée possible. Super. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions vraiment très intéressantes et très variées. Et merci à tous et à toutes, et à bientôt pour d'autres sujets.